Ilia Krivosaïev. Légende urbaine. Feu grec. Constantinople, 7e siècle. Chapitre 1. Gueule de bois. Au milieu de la nuit, déjà à l'aube, une silhouette apparut sur les murs de la ville. Un certain homme, déclenchant des injures contre les gardes aux portes des murs de la ville, a quitté la ville avec un scandale et, marmonnant à voix basse, s'est dirigé vers la baie de la Corne d'Or. Il était ivre et pouvait à peine se tenir debout. Pourtant, chancelant, il atteignit la plage, vomit et, obéissant à sa faiblesse, tomba sur les pierres côtières, s'endormit. Plongea dans le royaume de Morphée. Et l'aube a prévalu sur Constantinople. La surface de la mer était recouverte d'une brume avant l'aube, dans laquelle les mouettes volantes et les bateaux de pêche étaient déjà submergés. La vie citadine, comme toujours, s'est réveillée avec le lever du soleil. L'homme allongé sur le rivage de pierre s'est réveillé avec les premiers rayons du soleil, gémissant d'une forte gueule de bois. Ses vêtements étaient chers, ce qui signifie qu'il appartenait à la haute société. Un bateau de pêche amarré au large de la côte, sur lequel se trouvait un vieux pêcheur barbu, déchargeant sa prise du matin. Le pêcheur a vu un homme riche mentir et gémir et est allé le voir pour savoir ce qui s'était passé et lui offrir de l'aide. Voyant comment la gueule de bois pesait sur l'homme riche, le pêcheur ouvrit son pot de vin et le lui tendit. « Tiens, prends un verre. » L'homme riche but et les pensées revinrent à sa tête et sans voix à ses lèvres. « Merci, brave homme. » grogna l'homme riche. « Bon pêcheur. Quel est ton nom, Ivan ?» Le pêcheur s'est présenté. « Dites-moi, Ivan, tu sais qui je suis ?» sourit le pêcheur. « Bien sûr, vous êtes un courtisan. » Comme les yeux de ce vieil homme brillent, pensa l'homme riche. Apparemment, il est rusé et sage. Donc, avec cette conversation, je peux. Droite. Je suis Léodiken, conseiller de l'empereur et de son chroniqueur. Et que fait sitôt le conseiller impérial, ivre de vin, dans la baie de pêche? J'ai fui la ville la nuit. Je me suis enfui de moi-même. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de la tristesse. Quel genre de douleur? J'ai perdu la vie, tu sais. Je ne veux pas vivre. Tu es encore jeune et forte, mais tu ne veux pas vivre. Qu'est-il arrivé? Le sens se perd dans tout, il n'y a pas de bonheur ni dans la vie personnelle ni dans les affaires. Une série d'échecs, les uns après les autres, m'est arrivée au cours des 2 dernières années. Ma femme est d'abord décédée et des problèmes ont commencé dans ma famille. Et dans le palais, la division du pouvoir a commencé entre l'empereur et ses frères, Tibère et Héraclius. Les intrigues sont tissées dans le palais, tout le monde partage le pouvoir et la terre. Mes appels à la raison sont vains. Et par conséquent, les gens sont pauvres et torturés. Lorsque le pouvoir est partagé dans le palais, les gens ont toujours faim, souffrent, sont muets, paresseux. Les gens sont comme un fardeau. Face à ce malheur qui dure depuis plus d'1 an et qui ne finit jamais, la confusion et la mélancolie me dominent. Outre moi, notre empereur est également concerné. Il sait que tout le monde a oublié les dangers qui nous attendent. Les Bulgares et les Arabes ne dorment pas, ils sont prêts à attaquer des 2 côtés. C'est ce à quoi ils doivent penser. Pas le pouvoir de partager. Vous ne m'avez pas surpris, a déclaré Ivan. Je me souviens. Ce combat a toujours été. Chaque chose en son temps. C'est un temps de guerre et de paix. Faites simplement ce que vous avez à faire. Je sais. Mais le désir ne me laisse pas que la vie ne m'intéresse plus. Je ne sais pas quoi faire de moi-même. Les yeux du pêcheur brillèrent à nouveau. Maintenant, je vais vous raconter une histoire.
Ce sera peut-être intéressant pour vous. Chapitre 2. Vol de l'ingénieur. Kalinick était d'origine grecque, mais a passé toute sa vie d'adulte à Héliopolis syrienne. Son grand-père, né à Thessalonique, était un bon ingénieur et architecte. Car il a réussi l'école de formation artisanale dans sa jeunesse à Constantinople. Après avoir reçu une excellente pratique et une formation dans la capitale. Le grand-père de Kalinick a été envoyé à Héliopolis en Syrie en tant que constructeur et architecte professionnel pour construire et entretenir des temples romains. Kalinick a suivi les traces de son grand-père, devenant architecte et ingénieur, ayant hérité de lui ce métier. Kalinick est devenu aussi professionnel que son grand-père. Grâce à son travail acharné et à son amour pour la profession. La vie de Kalinick s'est déroulée sans heurts, paisiblement et sereinement, au milieu des préoccupations professionnelles et familiales. Une fois, par une froide nuit d'hiver, une petite caravane de marchands sémitiques, 12 personnes, voyageant de Samarcande à Constantinople pour leurs affaires, passa la nuit chez Kalinick. Cette route de la soie à chevaux avec des charrettes pour les marchands passait par Héliopolis. De nombreuses familles Héliopolis ont offert un parking et un hébergement aux marchands et commerçants sur le chemin de Constantinople. Ce service coûtait un certain montant. Ce qui pour la famille représentait une bonne partie du budget familial. Mais cette nuit froide, il y avait une frustration irréparable. C'était la fin de l'hiver. Mais la nuit était très froide et il n'y avait pas besoin de chauffer le poêle. Ce fut une année difficile et il n'y avait aucune possibilité de stocker du combustible pour l'avenir. Il n'y avait pas assez de bois de chauffage. S'excusant auprès des invités, Kalinick allait les envoyer dans la cour voisine, dans une autre famille, quand l'un des commerçants, le plus âgé, a déclaré « Ne vous inquiétez pas, nous pouvons faire un feu qui brûlera toute la nuit et chauffera la maison. Nous ne demandons qu'un poêle dans lequel nous allumerons le feu. » Kalinick a trouvé un vase pour faire du feu. Le marchand senior a sorti une petite boîte de son sac, qui contenait de petits pots scellés remplis d'une sorte de liquide épais. L'invité a versé quelques gouttes de liquide sombre d'un pot dans un vase et quelques gouttes de liquide gris d'un autre pot, puis a jeté un petit morceau de toile de jute dans ce mélange. La toile de jute a fumé pendant plusieurs minutes, puis une flamme en colère a explosé avec une fissure. Le feu a brûlé, allumant et chauffant tout l'espace qui l'entourait. Kalinick avec sa femme et ses 2 enfants ont été très surpris quand ils ont vu cette astuce. Eh bien, dit le merveilleux invité, maintenant nous avons un feu qui nous réchauffera. Et cela dure longtemps, plusieurs jours. Je reconnais le soufre et la toile de jute, a déclaré le Kalinick surpris. Et quel genre de liquide sombre est-ce? Pétrole. S'écria fièrement le marchand. Les invités sont restés dans la maison pendant 2 jours. Pendant ces 2 jours, Kalinick a découvert avec les invités que l'huile est un liquide noir naturel trouvé dans les terres fertiles de la Mésopotamie. Là, à la suite de Samarcande, des voyageurs ont accidentellement découvert ce liquide. Et puis ils ont constaté que le liquide est inflammable et difficile à éteindre. N'avez-vous pas peur, a demandé l'ingénieur au marchand, de suivre cette route de la soie, en contournant la Mésopotamie? La terre y est agitée et le temps n'est pas facile. Lourd, belliqueux. Les Arabes se rapprochent de l'Empire romain chaque année. Il est possible qu'ils nous attaquent bientôt.
Nous avons peur et nous pensons que nous devrions fuir à Constantinople. N'as-tu pas peur? Non. Pourquoi avoir peur de la vie? Vous devez vivre ou mourir. Lorsque les marchands ont quitté la maison de Kalinic, il a beaucoup pensé à eux et à leur tour de tir. Et puis une menace planait sur Héliopolis. Les Arabes ont avancé et les habitants ont fui pour échapper à la captivité. Kalinic et sa famille se sont également enfuis. Avec d'autres fugitifs, ils sont arrivés en Cilicie par mer sur des radeaux marchands et, de là, dans une caravane terrestre à Constantinople, où vivait le frère de leur grand-père, Ivan, qui était pêcheur. Chapitre 3. Décret de l'empereur. Léo Deacon est entré dans une petite maison de pêcheurs avec Ivan et a vu la famille Kalinic. Kalinic était un homme barbu dans la quarantaine avec un froncement de sourcils sur le front. Pensivement, il examinait quelques papiers avec des dessins et des diagrammes. Sa femme était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Ses deux fils, criant et jouant, ont joué à la guerre avec des épées en bois. Voici mon petit-neveu, l'ingénieur Kalinic, qui est arrivé d'Héliopolis, a déclaré Ivan. Salutations, Excellence, dit Kalinic. Bonjour à vous et à votre maison, dit Léo. Eh bien, Ivan m'a raconté son histoire. Et je suis intéressé par votre invention. C'est une arme à feu sur laquelle vous travaillez. Exactement, dit Kalinic, montrant ses papiers et dessins. L'incident avec le mélange auto-allumé, qui s'est produit dans ma maison à Héliopolis, m'a donné l'idée qu'il est possible de créer une arme si invincible, crachant de furieuses flammes de feu qui ne peuvent pas être éteintes, et de la diriger vers les ennemis et les conquérants. D'Héliopolis, j'ai fui à Constantinople pour sauver ma famille et aussi pour proposer à l'empereur l'idée de créer une arme à feu. J'ai conçu cette arme dans mes dessins. Eh bien, tu as de la chance de me connaître, dit Léo. L'idée de créer une telle arme m'a beaucoup intéressé. Cela peut bien servir notre empire. Alors, je vais vous aider à construire cette arme. Demain, après le culte du dimanche à la cathédrale de Sofia, je vous inviterai à une audience avec l'empereur, où vous devrez présenter votre idée à l'empereur et aux sages de notre empire. Merci, mon généreux bienfaiteur, dit Kalinic. Kalinic était encouragé. Léo Deacon a également été encouragé. Il a oublié sa tristesse parce qu'il attendait avec impatience une grande chose. La messe dominicale dans la cathédrale de Sofia s'est terminée à l'heure du déjeuner. Accompagnée d'un magnifique et paisible chœur de psaumes et d'hymnes spirituels. Les gens se dispersent. Le clergé accomplit le rituel et l'empereur Constantin avec son entourage et le patriarche se retire dans la basilique. Là, une réunion était prévue avec Léo Deacon et l'ingénieur Kalinic. Excellence, a dit Kalinic, maintenant je tiens un vase d'huile dans mes mains. Qu'est-ce que le pétrole? Des zones humides noires se trouvent parfois sur les rives de la mer Égée et sur la côte et de la Méditerranée. C'est du pétrole. L'huile a des propriétés incroyables qui peuvent gagner vos cœurs et le monde entier. Le pétrole est un véritable or pour nous. Je suis sûr que le pétrole a un bel avenir. Avec cela, vous pouvez allumer un feu que même l'eau n'éteindra pas. Et je vais vous le démontrer maintenant. Kalinic a versé de l'huile et du soufre dans un bol, puis a jeté un morceau de toile de jute. Le mélange a commencé à fumer puis a pris feu. Les flammes étaient intenses. Kalinic a commencé à verser de l'eau d'un pichet dans la flamme, mais elle ne s'est pas éteinte.
Le grand public qui a regardé cette expérience a apprécié les actions de l'ingénieur et a convenu qu'il s'agissait d'un incendie incroyable. Et comment ce feu peut-il être utilisé contre les barbares, et non à notre détriment? Demanda l'empereur Constantin. Je suggère de l'utiliser dans la marine, a poursuivi l'ingénieur. Nous devons fabriquer des canons avec ce feu sur les navires. J'ordonne à Léo Deacon et à l'ingénieur Kalinick de commencer à fabriquer des armes à feu selon le plan de l'ingénieur Kalinick. Je bénis cette grande réussite, dit l'empereur. Je vais m'occuper de mes affaires. Au cours des mois suivants, Léo Deacon et Kalinick se sont engagés avec passion dans leur invention, demandant l'aide des meilleurs esprits et des meilleures mains de Constantinople. Et l'empereur Constantin s'est occupé de ses deux frères en leur coupant le nez. Chapitre 4. Échec de la campagne. Les Arabes étaient déjà profondément enracinés à l'est et continuaient d'avancer à l'ouest. Il était difficile pour les Byzantins de les contenir et ils abandonnèrent leur position. Des années de guerre terrestre ont conduit le califat arabe à des victoires inconditionnelles, le remplissant de terres et de richesses inestimables. La situation en mer était la même. Une flotte arabe jeune et peu nombreuse, mais passionnée, abattit plusieurs navires byzantins. À ce moment fatidique, la flotte arabe, dirigée par le calife Muawi, a navigué vers Constantinople pour attaquer le nid des infidèles. Après avoir traversé le détroit des Dardanelles et pénétré dans la mer de Marmara, Muawi soupçonna quelque chose de mauvais. Et ses craintes se sont confirmées lorsque les murs de la ville sont apparus à l'horizon. Sur les murs de la ville, la flotte arabe est accueillie par plusieurs navires. Le calife Muawi a été surpris de voir qu'il y avait la paix et la sérénité autour. Dans la confusion des sentiments, il donna l'ordre d'attaquer. En 10 minutes, la flotte arabe est vaincue. Les tubes de cuivre des navires byzantins, installés à la poupe, libéraient des langues de feu enflammées par leurs ouvertures. Tous les navires arabes ont été submergés par un feu mortel. Les gens à bord de ces navires ont également été détruits par le feu. Voulant sauver leur vie, ils ont sauté dans l'eau, mais ce n'était pas leur salut. Car le feu continuait de brûler même à la surface de la mer. Dragon! Cria furieusement Muawi à la vue de ce feu. Il lui a ordonné de reculer. Et les dragons ont continué à tirer. Seuls quelques-uns ont réussi à survivre à cette bataille. Chapitre 5. Dialogue. Léo Deacon et Kalinick se sont assis sur le bateau et ont pêché. Nous avons créé une arme formidable, a déclaré Léo. Et nous avons tué beaucoup de gens. Et la mélancolie me vint. Est-ce la même mélancolie qui vous accompagnait lorsque nous nous sommes rencontrés? Non, c'est un autre désir. J'étais heureux quand je construisais cette arme. Mais maintenant je comprends que c'est une arme dangereuse. Les gens doivent apprendre à y faire face correctement. Ce feu peut être non seulement pour le bien, mais aussi pour la douleur. Nous ferons tout ce qu'il faut et tout sera comme il sera. Fou de Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, notre jour. Je m'appelle Igna Popririn. Et j'habite à Pétersbourg. Non, je ne suis pas né ici, je ne suis ici que depuis 6 ans. Et je suis né et j'ai grandi dans une petite ville de l'Oural. Je n'étais pas un simple jeune homme. Tout le temps que j'étais attiré par une sorte d'aventure. Je me jetais constamment à certaines fêtes et buvais, essayant d'être un clown parmi mes camarades amis. Et, en fait, j'étais un gars heureux pour mes amis, et à mon tour.
J'ai reçu un sentiment incomparable d'amour, de reconnaissance, d'admiration et même d'admiration. Inconsciemment, bien sûr, du moins je le pensais. Mais c'était un moment étudiant heureux et insouciant. Et au début, tout semblait aller bien, et la vie était merveilleuse. Je pensais que j'étais une personne merveilleuse et je pensais que mes amis aussi. Cependant, bientôt le voile de mon illusion est tombé. Il y avait une tendance à éloigner mes amis de moi. Ce que je n'aimais vraiment pas. Et puis j'ai essayé de les accuser de devenir des gens ennuyeux et médiocres. Et en réponse, soit ils se sont tus et ont couru pour partir, soit ils ont dit « Igna. C'est bien de travailler avec sottise et de devenir fou, enfin de se mettre au travail. » Et donc, progressivement, nous avons interrompu la communication. Et chacun était maintenant occupé avec sa propre entreprise. Et Sergueï, mon ami le plus proche, a bu une fois avec moi, a même dit « Igna, tu es un gars sympa, tu es intéressant, pas ennuyeux. Mais plus je vous connais, plus je comprends que vous ne nous appréciez pas tous. Il semble que vous vous considérez comme le plus cool, le plus intelligent. Et nous sommes vos laquais. » J'étais offensé, bien sûr. Et je me suis battu avec lui. Je ne voulais pas l'admettre ni à moi-même ni à lui, bien que je comprenne qu'il avait raison. Et puis je me suis ennuyé. Je voulais quelque chose de plus, je voulais sentir la vie comme un festin. Et je suis parti pour Saint-Pétersbourg, croyant que là-bas, dans une ville libre de la Neva, dans la capitale culturelle, je serais certainement heureux. Comme on dit, je vais me retrouver. À Saint-Pétersbourg, mon mouvement a commencé. J'ai souvent changé de lieu de résidence et de travail. J'ai vécu dans différentes auberges et loué des chambres bon marché et effrayantes dans de vieilles maisons. Il m'est arrivé de travailler comme vendeuse dans plusieurs magasins, comme serveur, comme barman et comme porteur dans plusieurs entrepôts. En général, je tremblais beaucoup d'un endroit à l'autre et voyais beaucoup. Et j'ai passé mon temps et mon argent dans des bars, des spectacles, des boîtes de nuit, où je rencontrais de nouvelles personnes et cherchais des filles pour une nuit. Et je dois admettre que la première année de vie à Saint-Pétersbourg a été merveilleuse pour moi. J'étais ravi de lui, je me sentais impliqué dans le grand business de la grande ville. Enivrant la liberté, enivré, j'étais heureux. Cependant, les illusions se sont progressivement dissipées. Et il y avait une raison à cela, c'est de l'argent. C'était catastrophiquement insuffisant pour cette vie bien nourrie et intéressante que je voulais tellement. Et les besoins ne cessaient de croître. Parce que c'étaient les besoins de mes nouveaux amis et petites amies, et je devais être comme eux en tout pour les garder près de moi, aussi merveilleux que moi. Et puis la course implacable du temps a commencé. Les amis ont changé, les visages ont changé, tout a changé si vite que vous ne pouviez pas suivre. J'ai commencé à me lasser de cette course. J'ai commencé à voir beaucoup d'injustices. Et pour me sauver de cette fatigue, je suis devenu une personne très cynique, souriant méchamment à tout ce qui se passait autour de moi. Je ne ressens rien, je ne fais confiance à personne, je n'aime personne, je ne rêve de rien, je n'attends rien de bon de la vie. Autant que je peux, je gagne juste de l'argent pour mes besoins. Et la vie se déroule dans une routine dentelée, n'apportant aucun plaisir. Seul le sarcasme extérieur m'a sauvé, comme si je n'étais pas fou, comme la plupart des habitants de cette ville. Mais une personne normale avec qui vous pouvez parfaitement communiquer. Mais maintenant, il y avait de la nostalgie en moi. Hier,
C'était le jour de la ville. J'ai eu un jour de congé et, pour me débarrasser des pensées sombres débordantes, j'ai décidé de faire une promenade sur la perspective Nevski. Il y avait de l'animation sur l'avenue, ce qui, bien sûr, m'a fait plaisir. Car ce sont les gens qui courent dans les rues qui créent l'atmosphère de fête, même si je n'aime pas beaucoup les gens eux-mêmes, s'ils n'aiment pas remarquer moi. Oui. Maintenant je l'avoue facilement à moi-même, comme je ne l'avais pas avoué à Sergueï auparavant. Je me suis arrêté à l'intersection de Nevski Prospect avec le canal Griboïdov. Devant la maison des livres. En regardant cette maison, j'ai pensé. Eh bien, Durov est un bon gars. Très bien que cela ne me dérange même pas d'être à votre place. Il a créé, vous savez, V-contacté. S'est senti comme le maître de nous tous et a déménagé à Saint-Gerhaus sous les arches de ce globe. Apparemment, oui, un homme aux ambitions napoléoniennes, car il voulait s'asseoir sous ce globe. Comme si le globe tournait sur son doigt. Comme notre maître. C'est incroyable qu'il ne nous prêche toujours pas. Et puis comment le ciel a entendu mes pensées. Juste au dernier étage, sous le globe. De la fenêtre, Monsieur Durov lui-même est apparu, coiffé d'une casquette. Il a dit quelque chose, Harry, a salué les passants et a commencé à lancer des avions en papier sur l'avenue. Au bout d'un moment, j'ai remarqué un réveil. La foule a commencé à se rassembler à la maison des livres et à prendre des avions en papier émis par Durov. C'était de l'argent. Sans me rendre compte de mes actions. J'ai rapidement traversé la route et j'ai couru vers cette foule avec un zèle particulier, m'aidant à avancer avec mes coudes. Afin d'attraper également au moins quelques avions en papier de ce flux sans fin. La grâce de Dieu. J'étais satisfait de l'argent gratuit, et j'étais même ivre de joie ce soir-là. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mal de tête, des sentiments confus et une mauvaise humeur. Me souvenant de la situation d'hier, je me sentais étrange et malade. C'est comme si j'étais un animal impuissant acculé. Une semaine plus tard, le magazine Snob a publié un article de Durov, que j'ai lu. Quiconque recherche des châteaux, des parkings sportifs et une flotte de Boeing dans ma vie sera très déçu. Je n'ai pas d'avion, de voiture ou de maison. Mon monde marche et prend le métro. Ainsi que dormir dans une chambre louée de 18 à 20 mètres carrés. Quiconque veut changer de place avec moi devra également renoncer complètement à l'alcool, à la viande et aux vêtements coûteux. Depuis plus de 10 ans, depuis l'époque où j'étais un étudiant très pauvre, je ne me lasse pas de répéter, l'argent est surévalué, car la création est beaucoup plus intéressante que la consommation. Et l'état interne est infiniment plus important que l'argent externe. Dès que vous faites de l'argent une secte et que vous échangez, être, contre, regarder. Vous vous envoyez en esclavage volontaire. Les dettes dues au statut de guirlande, le travail fastidieux avec des lâches stupides. Le besoin de mentir et de trahir votre monde, ne sont qu'une partie du prix que vous payez pour un désir excessif de papier. Nous refusons d'accepter un monde dans lequel les gens peuvent se battre et trahir leur humanité pour de l'argent. S'il y a des gens qui sont d'accord avec cela, leur comportement doit être sévèrement ostracisé, en aucun cas considéré comme logique. Une société dans laquelle la violence pour l'argent est acceptable et compréhensible ne peut durer longtemps. Le péché le plus terrible parmi les fans de la secte de l'argent est de jeter de l'argent à la poubelle au sens littéral du terme.
Les fans de Golden Calf lisent les nouvelles sur l'achat de yachts ou de voitures de petite ville pour 2 millions de dollars avec compréhension. Mais se lancer 1000 fois moins en vol libre détruira votre vision du monde et érodera votre base de valeurs. Une base de fausses valeurs qui prédétermine des normes sociales néfastes à la santé qui justifient le vrai gaspillage et la violence à cause du rôle. Il y a un vieux dicton. L'esclave ne veut pas trouver la liberté, il veut avoir ses propres esclaves. Une personne ne peut pas devenir vraiment libre tant qu'elle existe dans le paradigme de l'impasse, esclave-maître. Dans ce système, tout maître est l'esclave de quelqu'un, et tout esclave est le maître de quelqu'un. Est impossible de devenir le vrai maître de sa propre vie. Pavel Durov. Après avoir lu ceci, j'ai souri. Je ne sais pas dans quel but Durov a poursuivi, peut-être qu'il s'est vraiment inscrit comme prédicateur, mais il m'a prouvé que je suis une bête insignifiante. Ne voulant que de l'argent, de la nourriture, une vie bien nourrie et belle, mais pas merveilleuse et hautement personne instruite, que je me suis toujours considérée. Je l'ai senti dans ma propre peau. Je me suis souvenu de ma vie étudiante, de mes années à Pétersbourg et j'ai eu honte. J'avais honte de moi, honte de toute l'insignifiance de mon existence. Honte et amertume, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'étais aussi en colère contre Durov. Je le détestais à ce moment-là, parce qu'il se moquait de moi sans pitié. Je me demandais comment le bureau malheureux de Durov allait exploser, et ce globe, jeté par un torrent explosif, roulerait sur Nevsky Prospect, au diable. Je ne sais pas ce qui m'arrivera ensuite. Dans quelle direction ira ma vie, où le chemin va tourner? Vais-je rester à Saint-Pétersbourg ou retourner dans ma ville natale? Et que vais-je faire ensuite? Qu'est-ce que je veux de la vie? Je ne sais pas. Je ne vais pas encore me pendre à une corde, je ne suis pas encore fou. Cependant, la glace s'est déjà brisée. Maintenant, je ne suis plus le mec idéal que je pensais être. Maintenant je suis le même genre de fou, comme tous les habitants de cette ville malheureuse. Évasion juive. Cracovie, XVe siècle. Sarah a toujours été une fille méchante. Ses collègues ne l'aimaient pas, mais ils la respectaient. Et si quelqu'un ne le respectait pas, il avait juste peur. Par conséquent, elle n'a pas été dérangée sans raison. Mais elle a payé pour son caractère difficile en l'absence d'amis. Mais cette circonstance ne l'a pas dérangée. Elle a juste appris à ne pas être dérangée par cela. Elle n'était pas intéressée à être amie avec les gars de la communauté. Elle a appelé les garçons des dindes stupides pour leur lenteur et leur aide excessive avec leurs aînés. Et les filles sont des poules stupides pour leur grand amour pour les commérages et les combats. Elle aimait passer beaucoup plus de temps dans la ville elle-même, derrière Wawel. À regarder le cours de cette vie. Et elle l'a fait avec plaisir tout au long de son enfance. C'est pourquoi elle recevait souvent des gifles de son père. Mais elle a enduré la punition fermement et a combattu toute attaque. Ainsi, elle a gagné sa réputation d'hystérique, avec qui il vaut mieux ne rien avoir à faire. Et tandis que la communauté juive vivait sa propre vie à Kazimierz, Sarah, quant à elle, passait sa jeunesse à Cracovie. Le Shabbat, Sarah se déplaçait souvent de l'autre côté de la Vistule. En plus du Wawel. Bientôt, elle connaissait déjà presque tous les habitants de la ville, ils la connaissaient aussi. Avec quelqu'un, elle a trouvé un langage commun et s'est fait des amis. Et avec quelqu'un qui s'est battu. Cependant, Sarah adorait Cracovie.
Elle adorait se promener avec ses nouveaux amis et petites amies, des voyous du marché. Dans une ville si magnifique et luxueuse de Cracovie, parmi ses palais nouvellement construits, pour assister aux processions royales et aux fêtes de fin d'année. Cette étincelle et ce chic ont tellement attiré Sarah qu'elle a pensé involontairement, c'est la vie. Beau et intéressant, pas comme la nôtre. Dans notre communauté sombre, quand Sarah est devenue une grande et belle fille, lors d'une fête en ville, elle a rencontré le prince héritier, qui aimait aussi s'amuser avec des amis. C'était un coup de foudre. Il semblait que ces deux éléments étaient créés l'un pour l'autre, comme deux éléments, l'eau et le feu. Et la vie tournait dans un flot d'amour et de rencontres secrètes. Cela a continué jusqu'à ce que les amoureux décident de se marier. Le père de Sarah, Ézéchiel, s'est rendu compte que sa fille avait l'habitude de s'enfuir la nuit dans la ville ces derniers temps et qu'il voulait la punir et la retenir. Mais que pouvait faire ce vieil homme contre une femme forte et obstinée, qu'est devenue sa fille bien-aimée? Ézéchiel a prédit des problèmes. Un jour, sans rentrer chez elle pour passer la nuit et rendre ses parents très anxieux, Sarah est venue le matin, a fait ses valises et a présenté à ses parents un fait. « Maman et papa, je quitte la maison. J'épouse le prince Venceslas. Et comme je sais que tu ne donneras pas ta bénédiction à mon élu, et que la communauté me maudira, je dois le quitter. » Les parents perturbés ont commencé à crier, gronder, gémir et se plaindre, arrêtant leur fille, mais tout était inutile. Sarah a ignoré les abus de ses parents, ignoré tous leurs arguments et a continué à emballer ses quelques affaires dans un sac. Et la sœur cadette de Sarah à l'époque a réussi à courir dans la cour voisine et à parler de ce qui se passait. Bientôt, toute la communauté a appris le tour de Sarah, et même le rabbin. Outragé par cette insolence sans précédent, le rabbin se rendit lui-même chez Ézéchiel. Quand Sarah est sortie dans la cour, accompagnée des cris de ses parents, toute la communauté, dirigée par le rabbin, l'attendait déjà. « Sarah, » dit le rabbin de sa voix sévère, « est-il vrai que vous courez en ville pour épouser le prince royal ? » « Oui, c'est vrai. Quoi ? M'enseignerez-vous maintenant que je suis un pécheur ? » Des gens debout dans la cour, témoins de ce qui se passait, chuchotaient avec indignation. Tandis que Sarah parlait insolemment et irrespectueusement au rabbin. Le rabbin leva la main, étouffa le bruit de la foule et continua. « Je vois que tu sais que tu fais la mauvaise chose. Alors sachez aussi que si vous vous enfuyez chez les goyim, vous serez maudits une fois pour toutes par la communauté. La route de vos parents vous sera fermée pour toujours. Aucune chance de revenir. Entendez-vous ? Et puis vous devrez survivre seul parmi les goyim. Et leur faites-vous confiance ? Apparemment, vous ne les connaissez pas bien. Réfléchissez bien, ma fille. Avant qu'il ne soit trop tard. Pensez-y. Je savais que vous liriez tout la morale pour moi. Ce n'est pas étonnant. Toute ma vie, je n'ai entendu parler de vous que moralement. Comme je suis malade. Je ne suis pas contenu. Laissez toute la communauté aller en enfer. J'en ai marre de toi. Ah ! La foule a été horrifiée par ces mots. Oh, 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 fille, tu n'es pas toi-même. A déplorer le rabbin. Vous vous envoyez à une mort certaine. Qu'est-ce que tu fais, idiot ? D'où viennent tant de colère et de haine contre nous ? Vous a-t-on encore blessé ? Qu'est-ce que tu penses ? N'as-tu pas empoisonné mon existence ? Tu n'étais pas en train de chuchoter derrière mon dos, en me désignant de manière accusatrice ? Je suis désolé, maman et papa.
je ne te reverrai plus jamais. Et seulement vous, mes parents, je m'excuse pour l'amertume qui vous a apporté. Mais je ne veux pas vivre parmi ceux qui ne m'aiment pas et ne me condamnent pas. Je vivrai là où je me sens bien, où ils m'aimeront et ne seront pas jugés. C'est mon choix. Adieu. La foule s'est séparée et Sarah a pris la route. Bientôt, un char royal est apparu et a emmené Sarah au château royal. La communauté juive a observé le fugitif et maudit. Que s'est-il passé ensuite? Sarah n'a pas épousé le prince. Car ni le roi ni les courtisans ne pouvaient le permettre et l'empêchaient de toutes les manières possibles. Et Sarah a dû vivre à Wawel en tant que concubine. 1 an plus tard, elle a donné naissance au fils du prince Venceslas, ce qui a encore secoué sa position dans le palais. Tout le monde était contre. Et le prince se désintéressa bientôt d'elle, ne voulant plus végéter et souffrir dans les salles du palais. Elle entreprit une petite aventure à la suite de laquelle elle vola une partie des bijoux royaux et s'enfuit à Venise avec son fils de 2 ans. À Venise, elle s'installe dans la communauté juive. Bientôt mariée avec son mari, elle était impliquée dans des affaires commerciales. Elle correspondait avec ses parents. Bien sûr, dans ses lettres, elle s'est repentie et a demandé pardon. Mais elle n'a rien regretté. Elle a toujours cru qu'elle faisait la bonne chose. Plusieurs années plus tard, quand Sarah est devenue une femme riche, elle, avec sa famille, son mari et ses 3 enfants, a rendu visite à Casimir et a vu ses parents avant sa mort. Intrigue du palais. Vienne, 19e siècle. J'ai perdu, cria la marquise Maria Buchen. Tu comprends, Wolfgang, c'est la fin. Je suis cassée. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? La marquise était hystérique, allongée sur le sol et essuyant ses yeux tachés de larmes avec un mouchoir. De l'autre côté, appuyée contre la cheminée, avec un verre de vin, se trouvait son vieil ami Wolfgang, un aristocrate en ruine, un gigolo bien connu dans les cercles du palais et un pianiste de la cour. Wolfgang a regardé la tragédie représentée par la marquise sans grand intérêt et n'a pas exprimé le désir de participer et de sympathiser avec le pauvre. Eh bien, que puis-je vous offrir? Chère Maria, Wolfgang a commencé. Contactez le baron von Feuerbach. Tu es sa préférée. Du moins jusqu'à récemment, pour autant que je sache. Il doit vous aider. Le fait est que c'est inutile. J'ai essayé, passa la marquise de rugissement à sifflement. Je lui ai parlé aujourd'hui, il y a environ 2 heures. Le vieux baron astucieux, vous savez, est fatigué de perdre son temps précieux avec des prostituées ennuyeuses et flétries comme moi, comme il le disait. Il m'a repoussé. Comme s'il avait complètement oublié ce qui nous reliait si récemment. Il a dit qu'il était désespérément amoureux de sa jeune femme nouvellement créée, la jolie Ilse. C'est la fille de la duchesse d'Eichhorn. Il l'appelait un ange pur, pas comme moi. Et la marquise se remit à pleurer. Je comprends votre état amer, la marquise, murmura Wolfgang d'un ton sympathique, mais comment puis-je vraiment vous aider avec autre chose que l'écouter et le regretter? Vous pouvez certainement. La marquise se redressa. Vous devez juste m'aider, Wolfgang. Au nom de notre amitié de longue date. Au nom de tout ce qui nous relie. Vous devez séduire la jeune et folle Ilse. Pourquoi donc? Wolfgang était stupéfait. Pour qu'il devienne rapidement déçu par son jeune ange, compris? Puis il viendra en courant vers moi pour me réconforter. Et il demandera pardon, et il fera tout ce que je lui demanderai. Donc,
je vais enfin sortir de cet état d'oppression. La marquise continua de rugir et de supplier pour l'aide de Wolfgang. Cette scène a eu lieu dans l'un des boudoirs reculés de la Hofburg. Juste pendant le bal impérial annuel, où toute la noblesse autrichienne se rassemblait. Et cette scène, avec les sanglots de la marquise et les consolations de Wolfgang, aurait pu durer longtemps. Si les portes du boudoir n'étaient pas ouvertes et la société n'était pas entrée dans la pièce. Une petite société, à savoir, la jeune baronne Ilse von Feuerbach, sa mère, la duchesse d'Eichhorn. Le quartier général de la gendarmerie et 2 gendarmes, ainsi que les familles d'Ellingshausen, Zedelmann et Winterhalter, qui dans cette affaire ont agi comme témoins. La marquise et Wolfgang ont été stupéfaits quand ils ont vu les nouveaux arrivants. « Elle est là !» cria la duchesse d'Eichhorn en montrant la marquise. « Qu'est-ce qui se passe ?» La marquise a été surprise. « Que fais-tu ici, marquise Maria Buchen ?» proclamait officiellement l'officier d'état-major de la gendarmerie impériale. Vous êtes accusé du meurtre du baron von Feuerbach, qui, selon les médecins, a été retrouvé poignardé à mort il y a environ 2 heures dans la partie nord de la Hofburg. Tous les témoignages témoignent de leur rencontre et d'une discussion bruyante avec le baron, il y a environ 3 heures. Nous devons vous arrêter. Suivez-nous à la police. Cette accusation a été un véritable coup dur pour la marquise. Parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas tué le baron. Quand la marquise reprendra conscience avec le choc qu'elle a ressenti, bien sûr. Elle devinera qu'elle a été utilisée comme bouc émissaire, profitant de la situation, mais pour le moment elle ne pouvait rien comprendre. Comment as-tu pu, Maria ? Wolfgang était indigné et s'éloigna de son ami. Pourquoi avez-vous tué le baron ? Je n'ai pas tué, demanda la marquise. Vous l'avez fait, dit clairement l'officier du quartier général de la gendarmerie. La preuve en est le cadavre du baron. Et, bien sûr, jetez un œil à l'ourlet de votre robe. N'est-il pas taché de sang ? Les médecins diront probablement à la cour impériale qu'il y a du sang sur votre robe. Suivez-nous maintenant. Je ne comprends rien, cria la marquise. Que se passe-t-il ici ? Quel genre d'illégalité ? Je n'ai tué personne. La marquise n'était pas le genre de femme à s'évanouir dans des situations imprévues. Elle a essayé de résister, mais cela ne servait à rien. Ils l'ont mise en cage. Dans les mois de procès qui suivirent, la marquise fut incapable de prouver son innocence, tout témoigna contre elle. La société condamna la marquise à la potence. 1 an plus tard, au même bal. Dans le même boudoir, la jeune veuve Ilse von Feuerbach et Alphonse Wolfgang se rencontrent. Tu te souviens de ce qu'on a fait lors de la dernière danse ? demanda la jeune Ilse à Wolfgang dans un murmure. Bien sûr, chérie, répondit Wolfgang, embrassant sa bien-aimée, également dans un murmure. Ils étaient amoureux et cachaient habilement leur secret à la société. Personne n'a jamais deviné votre relation. Car l'ingéniosité de la trahison ne connaît pas de frontières. Fantôme, Prague, le fabuleux Moyen-Âge. Il y a longtemps, le jeune Janusz vivait dans la ville de Prague. Il est né pauvre et fou dans un petit village près de Prague, où il n'a pas eu à rester longtemps. Le père de Janusz, un ancien pasteur, était un ivrogne sévère, il battait son fils. Janusz, qui songeait depuis longtemps à fuir son père, lui vola les dernières pièces de monnaie et partit pour Prague.
ayant parcouru la ville pendant 2 semaines à la recherche de travail et de logement. Il a réussi à postuler pour un emploi d'apprenti chez un tisserand très gourmand et maussade. La vie d'artisan de Yanouch était dure, on ne peut pas l'appeler douce. Mais une année de dur labeur en valait la peine. Yanouch a gagné la confiance de l'artisan, qu'il a gardé comme apprenti. Yanouch a passé chaque week-end dans la taverne avec un verre de bière. Il buvait peu, aimait écouter les conversations de taverne et plusieurs autres nouvelles. De nombreux citadins, ainsi que des marchands de passage, allaient à la taverne. Donc la vie y battait son plein et Yanouch l'aimait vraiment ici. Passer la journée à la taverne était sa seule distraction. En général, sa vie était arrangée, ce qui rendait Yanouch très satisfait. Et cela durait depuis 2 ans, normal et presque serein, jusqu'à ce que Yanouch tombe amoureux. Une fois, un dimanche soir d'automne, Yanouch, comme d'habitude, regarda la taverne qui, cette fois, se révéla anormalement vide. Après avoir bu un verre de bière et ne s'attendre à rien d'intéressant, Yanouch se leva et se rendit dans sa cabine de l'atelier. Il faisait déjà assez sombre. Les rues étaient vides, ce qui inspirait sans doute une certaine horreur et peur. Yanouch se précipita. Mais quand il entendit le bruit des sabots de cheval derrière lui, il frissonna. S'arrêta et se retourna. Une voiture noire tirée par un cheval noir suivit. Après avoir atteint Yanouch, la voiture s'arrêta, la porte s'ouvrit et une jeune femme, vêtue d'une robe funéraire noire, sortit de la voiture pour rejoindre Yanouch. Son visage était blanc, donc elle ressemblait à un fantôme, mais elle était très belle. Si belle que Yanouch est immédiatement tombée amoureuse d'elle. La beauté s'approcha de Yanouch et, regardant dans les yeux de Yanouch de ses yeux noirs sans fond, il murmura doucement et tendrement : « Bonjour, Yanouch. Je suis heureux de vous voir. J'ai réussi à échapper à mon père cette nuit-là, parce que je voulais vraiment te voir. » Yanouch était non seulement perplexe devant une telle confession, mais aussi sérieusement effrayé. Ses genoux tremblaient, la sueur coulait sur son visage. Il lui semblait qu'il était lui-même devenu blanc de peur et comme une belle inconnue. Mais cet inconnu mystérieux a captivé et enchanté le jeune homme par sa beauté surnaturelle et son regard auquel Yanouch n'avait d'autre choix que de répondre : « Oui, je suis très content de vous voir. Je t'attendais et tu es venu. Yanouch, dis-moi, tu m'aimes ? Oui, je t'aime beaucoup. Yanouch, je dois vous avouer. J'ai décidé de fuir mon père et de m'enfuir avec toi. Je veux vraiment ça, Yanouch, vraiment. Parce que je t'aime beaucoup. Oui, oui, dit Yanouch, stupéfait et troublé par l'amour. Sortons d'ici, une fois pour toutes. Dimanche prochain. Je vous attendrai à la cathédrale de São Martinho, à notre place habituelle. Dans une semaine, nous aurons le temps de tout préparer, comme convenu, puis nous nous enfuirons ensemble. Bien, oui. Je t'attendrai. Près de la cathédrale. La belle inconnue embrassa passionnément Yanouch sur les lèvres, puis sauta rapidement dans la voiture, et la voiture courut aussitôt dans la rue. Jusqu'à ce que Yanouch eût le temps de se remettre, et seul l'écho du bruit du sabot se fit entendre pendant quelques minutes. Yanouch a été incapable de retrouver ses esprits pendant environ 20 minutes, puis a couru à la maison à une vitesse vertigineuse. S'est enveloppé dans son lit et a sangloté doucement presque toute la nuit. Le lendemain matin,
le maître réalisa que quelque chose d'étrange arrivait à Janouch. Il était un peu réfléchi, confus. Et le travail n'allait pas bien, tout est devenu incontrôlable. Lorsque le maître a demandé ce qui s'était passé, Janouch s'est simplement excusé et a répondu qu'hier, apparemment, il avait passé quelque temps dans la taverne et n'avait pas assez dormi la nuit. Dans les jours qui ont suivi, Janouch a travaillé dur, ourlant impeccablement les uniformes des soldats. Cependant, il était toujours attentionné et réticent à parler. Le maître était même inquiet et essayait par tous les moyens de savoir ce qui arrivait à son apprenti. Mais Janouch n'a jamais rien dit. Peut-être est-il tombé amoureux, démon, explosa le maître. Et il avait raison. Et Janouch, quant à lui, comptait les jours et les heures douloureux où le dimanche arriverait enfin. Et le dimanche est venu. Comme toujours. Janouch entra dans la taverne pour un dernier verre de bière. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la taverne, des citadins, auxquels Janouch s'est joint. Et je viens d'arriver à temps pour l'histoire que le conteur local et excentrique Karel a commencé à raconter. Oh, écoute une autre histoire, je vais te raconter, aussi sur l'amour. C'était, croyez-moi, Wojtek, et pire que votre bave rampante. Écoute maintenant, il y a de nombreuses années, le maire de Burgomestre était dans notre château de Prague. Et il a eu une fille, Agnieszka. Une femme intelligente et belle, dont tout le monde est tombé amoureux. Papa aimait beaucoup sa fille et par conséquent, il ne la laissait guère quitter la maison. Il a dit que lorsqu'il lui avait trouvé un fiancé convenable et digne, seul son cœur se calmerait. Mais alors que mon père cherchait un fiancé, Agnieszka est tombée amoureuse du modeste tailleur Jean. Ils sont tombés amoureux et se sont rencontrés en secret pendant une année entière. Et puis, un jour, Agnieszka a avoué à son père qu'elle était tombée amoureuse d'un tailleur. Le bourgmestre était alors très en colère, a déclaré qu'il ne permettrait jamais à sa fille d'épouser un pauvre type en lambeaux, et l'a enfermée dans une pièce avec une serrure. Mais Agnieszka s'est avérée être une fille obstinée, n'avait pas peur des menaces de son père et, avec l'aide de sa nounou, s'est enfuie de chez elle. Lorsque le père a appris que sa fille s'était enfuie, il a interrogé la vieille nourrice sur tout et a couru pour rattraper les fugitifs. Et le couple amoureux, cependant, était dans la cathédrale, où ils ont accepté de se rencontrer, afin de pouvoir quitter la ville ensemble plus tard. Et au moment où ils s'apprêtaient à quitter la cathédrale, la mère bourgmestre entra et, dans un accès de rage, poignarda les deux fugitifs. Et puis il s'est suicidé, parce qu'il s'est rendu compte que maintenant il n'y aurait plus de vie pour lui non plus. Voici une histoire. Tu veux nous surprendre? Nous avons entendu cette histoire des centaines de fois. Je vais vous dire autre chose, a dit l'un des hommes. Et tandis que les ivrognes s'interrompaient bruyamment pour mieux raconter leur histoire, Janouch, cependant, se glissa hors de la taverne sans se faire remarquer. Mon Dieu, sauve-moi! Balbutia Janouch. D'après l'histoire qu'il a entendue, Janouch avait tellement peur qu'il a même pissé son pantalon. Il avait tellement peur que tout son amour a disparu instantanément. Et Janouch n'est pas allé à la cathédrale cette nuit-là. Il s'est rapidement enfui de chez lui et, les jours suivants, il n'a pas erré dans les rues nocturnes de Prague pour ne pas rencontrer de fantômes. L'amour sous le firmament gris. Paris, fin du XXe siècle. Isabelle était orpheline. Mais comme elle était extravertie, elle n'en souffrait pas.
À l'orphelinat, il n'y avait pas de problème. Elle se souvenait encore avec plaisir et manquait ces moments. Aussi, le jour de l'âge adulte, elle a hérité d'un joli petit appartement dans le centre de Paris de ses parents décédés. Mais elle ne les a jamais vus, même sur une photo. Il a des valeurs matérielles, mais pas de mémoire. En essayant de découvrir des proches avec le directeur du refuge, qui était en fonction depuis 10 ans, il a simplement levé la main, car tout était juste documenté, et rien de plus, sauf les noms des parents et le fait qu'ils sont morts en un accident en voiture. Consciente de la difficulté et de la confusion de cette bureaucratie, Isabelle a tout simplement cessé d'essayer de le découvrir, car ce n'était pas intéressant. Et la vie continuait, cependant. Et la vie était assez mouvementée. Isabelle était donc une fille indépendante, intéressante et mobile. Elle travaillait comme femme de chambre à l'hôtel Hilton, donc elle gagnait beaucoup d'argent. Car c'était un hôtel très cher et prestigieux. Et dans ses temps libres, Isabelle a également dansé le tango, c'était son passe-temps favori, une vraie passion et, bien sûr, elle était une star du quai de San Bernard. Il n'osait toujours pas fonder une famille, il pensait qu'il était trop tôt pour une démarche aussi responsable. Cependant, elle avait un amant, Jacques. Ils se sont rencontrés à San Bernard et ont dansé magnifiquement. Jacques et Isabelle communiquaient facilement et naturellement, et entre eux il y avait non seulement l'amour et la passion, mais aussi la compréhension mutuelle et l'amitié, ce qui est rare dans nos vies, pour qu'on puisse les appeler le couple idéal. Ce jour de septembre, Isabelle s'est rendue au travail comme d'habitude. Elle a commencé à nettoyer le 3e étage à 10 heures. Lors de la 310e édition, une surprise l'attendait. Lorsqu'elle enleva la literie du lit, elle entendit une voix derrière elle. « Mademoiselle, vous devez m'aider. » Surpris par la peur, Isabelle se retourna rapidement pour voir qui avait dit ces mots. Il y avait une belle dame dans une sorte de robe noire luxueuse et un manteau en peau de mouton. Après avoir regardé attentivement madame, Isabelle l'a reconnue. Comme une personne connue à Paris se tenait devant elle, madame Reynaud, l'épouse d'un célèbre homme politique parisien, le sénateur Pierre Reynaud. Célèbre pour ses singeries et ses déclarations scandaleuses. Et madame Reynaud était une célèbre mondaine et pionnière pour de nombreuses femmes parisiennes. « Je vous demande pardon, madame ?» dit Isabelle sans expression. « Je m'excuse de vous avoir fait peur », continua madame, allumant nerveusement une cigarette, posant ses coudes sur le dossier de la chaise. « Mais c'est une question de vie ou de mort, tu comprends ? Il me chasse. Hier, j'ai réussi à m'échapper ici à l'hôtel. Mais il semble qu'aujourd'hui j'ai déjà été identifié. Je m'en suis rendu compte le matin, dans un restaurant. Mademoiselle, vous devez m'aider à sortir quelque chose d'ici, c'est pourquoi je suis pourchassée. Qu'est-ce que c'est ? Madame prit de son sac quelque chose de petit, de forme rectangulaire, comme une boîte, enveloppé dans un sac en papier. Isabelle a accepté le colis. Madame serra Isabelle dans ses bras et dit rapidement, « Merci beaucoup mon cher. Je vous remercierai très bientôt. Maintenant, sortez d'ici, sortez immédiatement de l'hôtel. Je vais certainement vous contacter ce soir. Quel est votre nom ? Isabelle Pérignon. Merci, chère Isabelle. Maintenant, cours. » Comprenant à peine ce que tout cela signifiait. Isabelle ne posa pas de questions inutiles et fit ce que madame lui avait demandé de faire.
Elle a demandé au directeur de l'hôtel de quitter le travail, affirmant de terribles maux de tête. Et a demandé à sa compagne Marie de finir de nettoyer le 3e étage. Ils sympathisèrent avec la pauvre et la laissèrent partir. Isabelle a quitté l'hôtel avec la voix de secours habituelle pour les employés. Essayant de ne pas attirer l'attention sur elle-même, Isabelle courut vers le métro. Elle ne remarqua rien de suspect. Elle ne remarqua aucune queue derrière elle, mais son cœur battait encore très souvent. Quand Isabelle rentra chez elle, ferma toutes les serrures de la porte, plaça le téléphone à côté d'elle. S'assit devant la télé et attendit la nuit. Sans attendre un appel de madame, elle s'endormit. Le matin, elle s'est réveillée tôt avec des pensées inquiétantes. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi n'appelle-t-elle pas? Isabelle se prépara un café et commença à lire le journal du matin. En première page du journal, elle a lu le titre suivant: Madame Reynaud a été tuée. Madame Reynaud a été assassinée au Hilton hier après-midi. Un corps abattu dans le temple a été retrouvé dans la chambre d'hôtel de Maid Marie. Le sénateur Pierre Reynaud, le mari de Madame, est actuellement indisponible. La police tente d'enquêter sur ce crime. Après avoir lu cette nouvelle, Isabelle a été surprise et horrifiée. En allumant la télé et en regardant les nouvelles de l'hôtel Hilton, l'anxiété d'Isabelle a augmenté de façon spectaculaire. Maintenant, elle ne pouvait pas trouver de place pour elle-même et se demandait constamment: que dois-je faire maintenant? Si je vais travailler, se dit Isabelle, je serai interrogée. Et que dois-je leur dire? La vérité? Et si c'est trop stupide de ma part? Et s'il commençait à me hanter? J'ai besoin de savoir. J'ai vraiment besoin de savoir ce qu'il y a dans ce package. Et puis décider quoi faire. Elle sortit un sac en papier de son sac et l'ouvrit. Il contenait une petite boîte en bois avec un couvercle hermétique. Ouvrant la boîte, Isabelle trouva une feuille de papier pliée et une clé qui ressemblait à la clé d'un coffre de banque. Déroulant la feuille de papier, Isabelle savait que c'était une lettre. Et pas seulement une lettre, mais une lettre qui lui est adressée: Isabelle. Chère Isabelle, en raison d'événements récents, je suis obligée de vous révéler mon secret. Car à l'avenir je n'aurai probablement jamais cette opportunité. Isabelle, tu es ma fille. Et tu es une conséquence de mon véritable amour dans ma vie. Mais je t'ai donné naissance au moment où ton père a eu un accident de voiture. J'étais un pauvre orphelin, et la perte de la seule personne proche et aimée de moi, mon soutien, a été un coup dur pour moi. J'avais très peur et je ne savais pas quoi faire. Et comment être avec vous, comment vous nourrir et vous élever dignement. À ce moment précis, un jeune homme politique ambitieux et prometteur, Pierre, est apparu dans ma vie. Il m'a ensuite beaucoup aidé et m'a proposé de l'épouser. Mais j'ai dû renoncer à toi. Et j'ai fait un choix. Je pensais que ce serait mieux pour toi et moi. Et je ne pense pas que j'avais tort. Toutes ces années, je vous ai suivi, et j'ai vu à quel point vous êtes indépendant. Comment vous êtes capable de surmonter toute difficulté. Et je suis sûre que vous survivrez en toutes circonstances, car vous êtes une fille intelligente et persistante. Tu ressembles à ton père. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton âme. Peut-être que tout au long de votre vie, vous avez manqué d'amour et de soutien maternel. Peut-être qu'après avoir lu ceci, vous me maudirez. Mais je ne vous demande pas de me pardonner et de me comprendre. Vous déciderez vous-même comment vous me traitez, haïr ou pardonner. Je ne ferai que mon dernier devoir dans cette vie. Quant à moi,
Mon mari et moi avons été impliqués dans une aventure cruelle ces dernières années. Et donc, très probablement, nous paierons de notre vie. Vous ne devriez pas aller plus loin et diffuser cette lettre à qui que ce soit. À tout le moins, cela vous permettra de construire votre propre vie sans regarder en arrière. Je veux juste dire que je n'ai rien à regretter. J'ai bien vécu et intéressant, ce sera avec moi. Isabelle, c'est la clé du coffre-fort. L'étiquette a une adresse bancaire et un numéro de téléphone portable. Mes diamants y restent, que j'ai accumulés au cours de ma vie. Ces diamants sont une fortune considérable. Vous devrez accepter. Bien sûr, cela vous sera utile. C'est la dernière chose que je puisse faire pour toi. Et de toute façon, je vous demande pardon, Isabelle. Sachez que je vous ai toujours aimé et ne souhaite que du bonheur. Soyez heureux. Catherine Reynaud. Isabelle était choquée. Les sentiments la submergèrent. Mais Isabelle est une fille forte, elle peut surmonter ses sentiments. Peu importe le nombre de larmes qui coulent de ses yeux. Elle se lèvera et passera à autre chose. Isabelle s'est levée et s'est mise au travail. À tous les interrogatoires du personnel et de la police. Elle a répondu qu'elle n'avait rien vu ni remarqué de suspect. Et que vos maladies sont une conséquence de votre grossesse. Oui, elle a dit qu'elle était enceinte et qu'elle se marierait bientôt. Qu'elle n'aurait plus la possibilité de travailler à l'hôtel et qu'elle devrait démissionner. Et Isabelle n'a trompé personne dans cette affaire. Le soir, quand Jacques l'invita à danser le tango à San Bernard, Isabelle se leva et alla danser. Et quand Jacques a avoué son amour pour elle devant tout le monde et lui a offert sa main et son cœur, Isabelle a accepté, sous les applaudissements, bien sûr. Et, bien sûr, Isabelle était la personne la plus heureuse du monde à ce moment-là. Dansant un tango passionné quand il pleuvait dans le Paris noir. Cabaret. Berlin, milieu du XXe siècle. Le baron Kroos était un homme très riche. Par conséquent, il avait également un certain pouvoir. Depuis l'enfance, il était habitué à l'argent et au pouvoir. Il connaissait leurs valeurs et avait peur de les perdre. Il a tout fait pour le garder entre ses mains, ce qu'il a cependant bien fait. Mais, comme il sied à une personne astucieuse et originale, l'argent et le pouvoir n'étaient pas son but ultime. Il n'a utilisé cela que comme un outil pour ses besoins individuels. Conscient de la force que le parti NSDAP gagnait au fil du temps. Le baron a soutenu Hitler dans les élections avec son argent et n'a pas perdu. Ce jeu de roulette a été gagné par lui. Lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, le baron, en tant qu'allié du nouveau parti au pouvoir, est resté un magnat influent, une personne intouchable. Et tandis qu'un nouvel ordre de choses se mettait en place à Berlin et en Allemagne dans son ensemble, le baron, quant à lui, s'occupait de ses affaires. Le baron était un homme lubrique. Tout le sens de sa vie était dépravé par l'alcool. Même avant le Troisième Reich, dans la République de Weimar, jeune homme, le baron passait sa vie dans les cabarets les plus célèbres et les plus chers de Berlin. Et après la création du Troisième Reich, le mode de vie du baron n'a pas du tout changé. Il a organisé son propre cabaret, fermé, pour l'élite et, en plus, en a gagné beaucoup d'argent. Une fois, une jeune et belle fille est entrée dans ce cabaret pour y travailler comme danseuse. Son nom était Martha. Le baron l'aimait tellement qu'il en tomba immédiatement amoureux et la désira. Moins d'une semaine plus tard, lors du défilé du vendredi,
Le baron a commencé à harceler la beauté. Désolé, cher baron, dit Martha en retirant sa main, mais j'ai été embauchée ici comme danseuse, pas comme courtisane. Si je ne comprends pas quelque chose, je pense que je devrais quitter votre établissement. Stupide, pensez-vous vraiment, ronronna le baron, que vous pouvez simplement partir? Sûr. Je ne serai pas là pendant une autre minute. Se rendant compte qu'il avait affaire à une femme fière et devenant encore plus excité. Le baron décida de ne pas organiser de cérémonie et de ne pas hésiter. Il a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut et n'en assume aucune responsabilité. Avec ses deux camarades, le baron a attrapé Martha qui donnait des coups de pied et des cris et l'a traînée dans une pièce éloignée. Là, 3 bâtards ont violé la pauvre Martha. Brisée et complètement détruite. Martha n'est pas revenue chez elle cette nuit-là. Elle s'est suicidée en se jetant dans la rivière depuis un pont. Un mois plus tard, alors que le baron avait oublié ce malheureux incident, il fut abattu sur le seuil de sa maison. Cela a été fait par Klaus, le frère aîné de Martha, qui s'est délibérément échappé de l'armée et a juré de venger sa sœur bien-aimée. La police a rapidement arrêté Klaus et le tribunal l'a condamné à mort, en tant que déserteur et meurtrier. Les derniers mots de Klaus étaient: les démons qui n'ont rien de sacré ne dureront pas longtemps. Merde, brûle en enfer.